Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc tout d'abord, je vais me présenter. Donc Stéphane Ponce, agriculteur et membre du bureau de la Chambre d'agriculture et donc en charge du pôle entreprise et territoire, le service qui gère la PAC. Tout d'abord, donc cette année, on ne peut pas tenir les réunions comme l'on faisait d'habitude, les réunions d'information, contexte sanitaire oblige. Donc nous avons décidé d'opter pour quelque chose de nouveau, donc des réunions par visioconférence. Tout d'abord, ces réunions vont nous permettre de faire le point sur la PAC 2015-2021. Vous le verrez après, mais le contexte d'évolution a été quand même très favorable pour le département du Lot en moyenne. Effectivement, cela induit aussi de très fortes disparités, puisque comme toute moyenne, ça cache quand même des gens qui gagnent et des gens qui perdent, mais au contexte départemental, cela est quand même très favorable. Je vais donc revenir sur la PAC 2021. Donc la Chambre maintient son engagement auprès des agriculteurs pour la réalisation des dossiers PAC. Quelque chose qui nous semble important à maintenir pour l'accompagnement des agriculteurs et l'optimisation et la sécurisation des dossiers auprès des agriculteurs. On va réaliser ces dossiers cette année dans un contexte sanitaire particulier. Vous le savez, ça avait commencé l'an dernier, on avait fait les dossiers à distance. Cette année, il nous semble important de pouvoir, à condition que la situation quand même nous le permette, mais a priori aujourd'hui, on doit pouvoir réaliser les dossiers en physique, ce qui nous semblait quand même important, que les techniciens puissent revoir les agriculteurs pour réaliser les dossiers. C'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable. L'organisation au sein de la Chambre d'agriculture, l'organisation PAC, c'est une organisation bien rodée, mais qui est quand même d'une ampleur assez importante. Donc, ce qui nous permet aussi d'être rodé, de prendre toutes les précautions sanitaires pour ces rendez-vous-là. Les rendez-vous pour cette PAC sont en cours de calage. Je pense que pour certains, vous avez dû être contactés par vos techniciens pour prendre les rendez-vous. Je voulais juste aussi faire un point sur les tarifs 2021. Les tarifs sont dans la continuité de ceux de 2020, sans grand changement, avec quelques adaptations, notamment pour les MAE. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je vous laisse donc avec Léna, Nelly et Pascal qui vous donnent tous les détails de cette PAC 2015-2021 et aussi sur la PAC montage du dossier 2021. Mais qui est, comme je vous l'ai dit, sans grand changement, mais ils vous donneront toutes les indications dont vous avez besoin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La Chambre d'agriculture du Lot, dans les conditions sanitaires un peu dégradées encore cette année, va vous présenter donc des sujets qui touchent à la déclaration PAC en vidéo, ce qui vous sera donc possible de revoir à loisir. En ce qui nous concerne, au niveau donc de ce support, nous allons être donc 3 personnes à intervenir. Donc Nelly Bellivan, donc conseillère agricole sur la Bouriane, et Léna Tanguy, conseillère agricole donc sur la région de Souillac. Voilà. Et en ce qui me concerne, c'est Pascal Herren, donc sur le sud du département. Voilà. Donc je vais commencer en ce qui me concerne sur la première partie. Le déroulé donc des aides PAC, les règles donc d'obtention et les montants, et ensuite nous parlerons de l'organisation et de l'accompagnement donc prévu sur la PAC 2021. Les aides PAC. Hop. Donc là, c'est Nelly Bellivan qui va intervenir sur cette partie-là. Bonjour à tous. En fait, ce qu'on prévoit, c'est un petit rappel sur les différentes aides qui sont en place depuis la dernière réforme, donc en 2015, et donc pour commencer, les aides découplées. Sur les aides découplées, en fait, on a un petit millefeuille. Donc, la base, c'est le DPB, le droit à paiement de base. Donc, son montant varie, on va voir après, d'après une convergence qui a été calculée en 2015 et qui chemin depuis. Auquel on rajoute le paiement vert, donc qui est payé sur un pourcentage en fait du DPB, le paiement redistributif et éventuellement le paiement JA pour les personnes concernées, en sachant qu'à chaque fois, la base c'est le DPB, donc il faut un DPB pour avoir les strates qui s'empilent dessus et qu'il faut 1 hectare de surface admissible pour activer un DPB. Donc, ce
qui avait été calculé en 2015, en fait, c'était du coup la valeur du coup moyenne du DPB sur chaque exploitation qui était comparée avec la moyenne nationale et en fonction était calculé le chemin d'évolution en fait de la valeur du DPB par rapport à la convergence, c'est-à-dire se rapprocher de la moyenne nationale. Donc, on partait de 135 € en 2015 et donc c'était prévu d'arriver à une moyenne nationale à 97 €. Donc, ceux qui avaient des DPB de faible valeur, du coup, avaient un chemin croissant, donc une augmentation de leur valeur, donc avec une diminution de 70% de l'écart par rapport à la moyenne. Et ceux qui avaient des DPB plus élevés, voyaient leur valeur diminuer, en sachant que là, il y avait un garde-fou pour ne pas avoir une diminution de plus de 30%. Donc en pratique, ce que l'on peut voir en fait sur ce tableau, c'est l'évolution dans des valeurs nationales et départementales. Donc on voit en fait que la valeur, la moyenne nationale du DPB est partie de 134 € en 2015 pour arriver à 110 € donc en 2020. Par contre, au niveau national, vu qu'on partait avec des DPB plus faibles que la moyenne nationale, puisqu'en 2015, nous étions à 108 € de valeur moyenne d'un DPB, du coup, la valeur est restée relativement constante jusqu'en 2020, puisqu'on est arrivé à 106 € donc en 2020. Nelly, est-ce que tu peux nous dire comment les agriculteurs font pour connaître leur DPB, le nombre de DPB qu'ils ont et la valeur de chaque DPB? Oui, alors en fait, chaque année, l'administration, du coup, édite le portefeuille de DPB pour chaque exploitation, chaque détenteur de DPB, et le met du coup à disposition sur le compte Télépas. Donc en fait, pour connaître votre nombre de DPB, leur valeur et l'évolution de la valeur donc depuis 2015, et pour savoir s'ils ont été activés ou pas, il vous suffit de vous connecter à votre compte Télépac avec donc votre identifiant qui est votre numéro de package et votre mot de passe personnalisé, d'aller dans la campagne concernée, donc la dernière 2020, et vous avez un courrier qui est mis en ligne, donc qui s'appelle portefeuille de DPB. Et dessus, vous pouvez voir du coup votre nombre de DPB, leur valeur et leur évolution. Donc la strate qui se superpose au-dessus donc du DPB, c'est le paiement vert. Donc le paiement vert est attribué à condition de respecter 3 règles. La première, c'est le maintien des pâturages permanents. La deuxième, c'est la diversité d'assolements. Et enfin, la présence de surfaces d'intérêt écologique, les SIE. Donc on va détailler un petit peu ces 3 règles. Donc les pâturages permanents, ça nous concerne assez peu au niveau de la région Midi-Pyrénées, puisqu'on est encore sur la région Midi-Pyrénées pour cette règle-là, puisque le ratio régional est correct, donc il n'y a pas de contraintes qui se mettent en place. Donc sont concernés du coup sur le département en fait seulement les prairies sensibles, c'est-à-dire les prairies permanentes sur les zones Natura 2000, donc qui ont une interdiction d'être retournées. La deuxième règle, c'est la diversité d'assolements. Donc, pas mal d'exploitations sur le département sont exemptées, puisqu'en fait, pour être exemptée, une exploitation est exemptée si elle remplit un certain nombre de conditions. Donc, par exemple, une surface arable, du coup, inférieure à 10 hectares, du coup, ou une surface de prairie temporaire, jachère et légumineuse, donc en cumulant les trois, supérieure à 75% de la surface arable. Ou enfin, une autre possibilité, ce sont si les surfaces en herbe, donc prairies temporaires et permanentes, représentent plus de 75% de la surface admissible de l'exploitation. Il y a aussi donc les exploitations qui sont en bio, puisqu'en fait, les surfaces en bio ne rentrent pas dans ces calculs-là. Donc, une exploitation qui est totalement en bio est aussi exemptée. Pour les autres, ceux qui ne sont pas exemptés, du coup, donc, il doit y avoir le respect de la diversité d'assolements. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour les exploitations qui ont une surface arable entre 10 et 30 hectares, ça veut dire qu'il faut avoir 2 cultures différentes et que la surface de la culture principale doit être inférieure à 75% de la surface arable. Enfin, pour les exploitations qui ont plus de 30 hectares de surface arable, cette fois, c'est 3 cultures différentes, avec la première, donc la culture la plus importante, qui représente moins de 75% de la surface arable, et la surface donc des 2 cultures principales. Quand on les rajoute, en fait, ça doit être inférieur à 95% de la surface arable.
Les cultures, ce sont celles qui sont déclarées à la PAC et doivent être déclarées à la PAC, celles qui sont le plus présentes sur la période du 15 juin au 15 septembre. Pour les SIE, on a à peu près la même chose. Du coup, puisque cette fois, en fait, la seule différence pour les SIE, c'est sur la surface arable de coup qui doit là être du coup inférieure à 15 hectares. Après, on retrouve les mêmes cas de dérogation. Donc, si votre exploitation n'est pas exemptée, vous devez avoir donc du coup des SIE sur une surface équivalente à 5% de votre surface arable. Pour information, en fait, ça concernait 17% des exploitations qui ont fait un dossier PAC l'année dernière, donc en 2020. C'est-à-dire que tous les autres n'étaient pas concernés par cette règle puisque rentraient dans une des conditions de dérogation. Donc, pour rappel, en fait, les SIE, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des jachères qui sont présentes du 1er mars au 31 août avec interdiction d'utiliser des produits phytos sur cette période-là. Ça peut être aussi des jachères mellifères. Pour ça, il faut avoir, elles doivent être composées d'un mélange d'au moins 5 espèces d'une liste, en fait, d'une liste qu'on tient à votre disposition si vous avez besoin. Du coup, donc, ça peut être aussi des plantes fixées à l'azote avec des mélanges possibles, à condition que les plantes fixatrices d'azote soient majoritaires, et les produits phyto aussi interdits, donc du semis à la récolte. Ou sur l'année civile, en fait, ce sont des cultures qui sont mises en place pour plusieurs années. Par exemple, une luzerne qui est implantée pour plusieurs années. L'année où on la considère comme SIE, il ne doit pas y avoir du coup de produits phyto sur cette année-là. Ça peut aussi être des cultures dérobées ou à couverts végétaux. Dans ce cas, il doit y avoir un semis donc pré-récolte de la culture principale avec au moins 2 espèces, pareil, d'une liste qui est prédéterminée. Ces semis de dérobés doivent avoir lieu au plus tard le 6 août et rester en place au moins jusqu'au 30 septembre, et sans produits phyto sur cette période-là. Ça peut être aussi un sous-semis d'herbe ou de légumineuses dans la culture principale, toujours pareil, sans utiliser de produits phyto à partir de la récolte de la culture principale et pendant 8 semaines ou jusqu'au semis de la culture suivante. Par contre, on rappelle que ces cultures dérobées ou sous-semis ne doivent pas se retrouver dans la culture qui est déclarée à la PAC l'année suivante. Donc les SIE, ça peut être aussi des bandes tampons, donc à bordure de ruisseau, à condition que la bande ait une largeur supérieure à 5 mètres. Si cette bande tampon est à bordure de prairie temporaire, si on veut la compter comme SIE, il ne faut pas qu'elle soit fauchée ou pâturée puisqu'elle doit rester distinguable du reste de la parcelle. Donc les SIE, ça peut être aussi des bandes admissibles le long des forêts avec production. Dans ce cas, ça va être une bande supérieure à 1 mètre, sans utilisation de produits phyto, du semis à la récolte. On peut avoir aussi des bandes admissibles le long des forêts sans production, du coup avec une largeur toujours pareil, supérieure à 1 mètre, pas de produits phyto utilisés. Par contre, une fauche ou une pâture sont possibles, sauf si cette bande est adjacente à une prairie temporaire, puisque comme pour les bandes tampons, elle doit rester distinguable du reste de la parcelle, donc ne pas être valorisée. On peut aussi retrouver des bordures de champs, ce sont toujours pareil, des bandes en fait d'une largeur au moins de 5 mètres, avec un couvert qui reste distinguable de celui de la parcelle adjacente. Donc les mêmes règles précédemment. On peut enfin retrouver des taillis à courte rotation, avec des essences présentes dans la liste d'essences éligibles, sans utilisation de phyto ni de fertilisation. On retrouve aussi des surfaces engagées en agroforesterie, des surfaces boisées qui ont en fait bénéficié d'aides européennes au boisement, du miscanthus, mais aussi du coup des haies, des arbres alignés, des fossés, des murs traditionnels en pierre, des arbres isolés, des bosquets, des mares. Donc là, ce sont des SNA, les surfaces non agricoles, qui ont été dessinées sur Télépac. Il faut par contre que ces SNA soient sur une surface arable ou adjacente à une surface arable. Donc l'aide verte, voilà, on a vu un petit peu les contraintes de l'aide verte. Donc maintenant, ce sont les aides. Donc les aides, elles représentent en fait 68-70% selon les années du DPB. En fait, ça a commencé en 2015 à ici 61% du DPB, avec une évolution, voilà, et depuis plusieurs années, on est autour de 69 ou 70%. Ce qui fait qu'en fait, en moyenne, sur le département du Lot,
On est parti d'à peu près de 70 € en 2015 pour arriver à 74 € l'année dernière. Donc ce montant-là se rajoute à la valeur du DPB. Nelly, c'est assez complexe, cette aide verte. Comment les agriculteurs font pour vérifier qu'ils respectent bien tous les critères? Alors, sur cette aide verte-là, oui, en effet, on a vu, il y a trois règles à respecter. Donc, la diversité, le maintien des pâturages permanents, les SIE et la diversité d'assolement. Donc, ça, ce sont des points, en fait, qui sont vérifiés lors de la réalisation de votre dossier PAC avec votre conseiller agricole. On vérifie ces différents points pour être sûr que le dossier soit en conformité et que vous puissiez bénéficier de l'aide verte. Donc, la strate supplémentaire qui se rajoute au DPB et à l'aide verte, c'est le paiement redistributif. Donc, ça, c'est un montant en fait forfaitaire qui est le même partout en France, donc qui se rajoute, par contre, qui est plafonné à 52 hectares par exploitation avec une transparence pour les GAEC. Donc, ce montant-là est parti de 25 € en 2015 pour passer à peu près 50 €, on varie entre 48 et 49, 50 € par année. Et donc, il est fixe depuis 2016. Donc, certains peuvent bénéficier en plus d'une couche supplémentaire, le paiement JA. Alors, les conditions pour la première demande, c'est-à-dire la première année où l'on peut demander ce paiement-là, pour ça, il faut donc être installé depuis moins de 5 ans, avoir moins de 40 ans quand on fait la demande, et un diplôme de niveau 4, qu'il soit agricole ou pas. Il y a aussi des possibilités d'équivalence par rapport à de l'expérience professionnelle. Donc, ce ne sont pas les mêmes conditions que pour la DJA. On peut bénéficier du paiement JA dans le cadre de la PAC, même si on n'a pas bénéficié de la DJA, à condition de remplir ces critères-là. Donc, c'est une aide qui est après versée pendant 5 ans sur les 34 premiers hectares de l'exploitation. Et donc, les montants ont bien évolué puisqu'on est parti donc, de 68 € en 2015, donc avec la progression que vous voyez affichée, pour passer, voilà, on est resté 68 € jusqu'en 2017, puis passer ensuite donc à 88, 90. Voilà, donc une évolution intéressante sur cette aide-là pendant les 5 premières années. Voilà, donc C'est maintenant moi qui prends la suite. Voilà. Alors, on en a fini avec les aides découplées, c'est-à-dire qui étaient indépendantes des productions, que ce soit ces aides-là sont les mêmes que vous cultiviez de l'herbe, des cultures, des noyers, etc. Maintenant, on va passer aux aides couplées. Ces aides-là sont liées à la présence de certaines cultures sur la ferme. Ce sont des aides incitatives en fait à produire ces cultures-là. Donc, la première, on va énumérer les principales qu'on a sur le département et leurs conditions d'accès, et puis on balayera les autres rapidement. La prime blé dur qui continue d'exister, donc pour les surfaces en blé dur qui sont en contrat de livraison avec un collecteur. Le contrat doit préciser les surfaces. Il faut fournir donc au moment du dossier PAC un contrat de livraison pour pouvoir prétendre à cette aide. Et elle a évolué donc d'une quarantaine d'euros hectare en 2015 à 61 € hectare pour l'année dernière. L'aide suivante ne s'affiche pas chez moi. Protéagineux. Ouais. Alors, voilà. L'aide protéagineux. Donc, cette aide est destinée aux cultures de pois, de févrole et de lupin et aux productions de semences de ces cultures également. On peut aussi avoir la prime lorsqu'on cultive des protéagineux en mélange avec d'autres plantes comme des céréales, comme dans des métailles, à condition qu'au moment du semis, on ait bien une majorité de graines de protéagineux dans le mélange, au moins 50% du mélange semé au niveau des quantités de semences, ce qui n'est pas si fréquent que ça. Il faut amener la culture au moins au stade de la maturité laiteuse. Et le montant de l'aide est assez élevé. Il s'est élevé donc en 2015 autour de 187 € hectare et l'an dernier, il était encore à 149 € hectare. Je tente le passage à la suivante, sinon Nelly, tu le feras. Je ne sais pas, non. Donc l'aide suivante, toujours dans la catégorie des plantes riches en protéines, concerne le soja. Donc là, c'est la culture de soja ou la culture de semences de soja. Et l'aide était d'une centaine d'euros hectare en 2015, mais limitée en surface
sur la ferme. Et là, maintenant, depuis 2017, il n'y a plus de limite de surface, mais le montant a bien diminué. Et pour 2020, il était seulement de à peine une trentaine d'euros par hectare. L'aide suivante, voilà, concerne les légumineuses fourragères, toujours dans cette idée de soutenir les productions riches en protéines. Donc là, on retrouve toutes nos fourragères habituelles riches en protéines, donc luzerne, trèfle, sainfoin, vesse, mélilot, jarros, céradelle, pois, lupin, févrole en vocation fourragère, le lotier et la minette. Les cultures aidées, ce sont donc soit ces espèces-là en pur dans les parcelles, soit mélangées entre elles, ou bien mélangées avec d'autres espèces à condition que ce soit ou des céréales ou des oléagineux. Le mélange avec des graminées n'est plus éligible à cette prime. Il l'avait été il y a quelques années, maintenant ce n'est plus le cas. Il faut également, pour prétendre à cette aide, avoir des animaux sur la ferme, pas forcément des ruminants, mais ça peut être aussi des monogastriques, mais il faut au moins 5 UGB sur la ferme. Et si vous n'avez pas d'animaux et que vous avez ces cultures, vous pouvez prétendre à cette aide à condition de signer un contrat avec un éleveur qui va valoriser ses récoltes, à condition que lui-même ne demande pas cette aide-là sur sa propre ferme. Donc c'est un petit peu, ça limite un petit peu. Le montant de l'aide était assez intéressant en 2015 à 250 euros par hectare. Il a bien diminué puisque l'an dernier, il était seulement de 160 euros par hectare, mais ça reste une aide assez intéressante. Donc, les pièces à joindre, lorsqu'on est en contrat avec un éleveur, c'est fournir un exemplaire du contrat. Sinon, il n'y a pas de pièces à fournir pour cette aide. Il y a une aide aussi aux semences de ces mêmes légumineuses fourragères, luzerne, sainfoin, trèfle, vesse, lotier, minette et fenugrec. Donc là, c'est lorsqu'on produit de la semence de ces espèces, semences certifiées, et donc on est en contrat avec un organisme multiplicateur. Et l'aide était de l'ordre de 184 euros en 2015 et 120 en 2019. Donc là, on fournit le contrat de multiplication pour le dossier PAC. Ensuite, il existe des aides pour les fruits transformés. Donc, on a listé celles qui concernent les prunes dentes puisqu'on en a sur le département. Donc, pour prétendre à cette aide, il faut être adhérent d'une organisation de producteurs reconnue donc pour la prune dente. Il y a des notions de rendement autour de 2 tonnes par hectare ou 1 tonne 25 lorsqu'on est en agriculture biologique, avec un rendement qui est calculé sur une moyenne en fait des 3 dernières années, les 2 meilleurs rendements des 3 dernières années. La pièce à joindre sera l'attestation d'adhésion à l'OP ou le contrat de transformation pour les prunes et le montant, donc en 2015, de l'ordre de 1 095 euros par hectare et en 2019, autour de 920 euros par hectare. Là, c'était les aides qui sont présentes fréquemment sur le département. Il existe d'autres aides pour d'autres cultures spéciales, mais qu'on rencontre beaucoup moins. On vous les liste ici. On ne les a pas détaillés, mais si vous êtes concerné ou pensez l'être, vous vous rapprocherez de votre conseiller pour savoir si vous pouvez y prétendre. Et ainsi, il existe une aide pour la production de riz, pour la production de pommes de terre féculières, pour le houblon, pour les semences de graminées fourragères, pour d'autres fruits transformés comme la cerise, les pêches et les poires, pour les tomates industrie et enfin pour le chanvre. Léna, tu peux nous dire comment un agriculteur peut-il être sûr qu'il bénéficie des aides couplées végétales auxquelles il a droit? Eh bien, en fait, au cours de la déclaration, on vérifie, au moment de la déclaration des cultures de vos parcelles, on vérifie si les cultures déclarées permettent de bénéficier d'une aide particulière. Et si c'est le cas, est-ce que vous répondez bien aux conditions pour les obtenir et quel justificatif il faut fournir. Donc, ça se fait au cours du rendez-vous PAC. Merci Léna. Je vais reprendre la main moi pour vous présenter donc les aides couplées animales. On vient de passer des couplées végétales et on passe au couplet animal. Donc la première aide, c'est l'aide ovine, qu'on appelle maintenant AO. Critères d'éligibilité minimum, donc 50 brebis éligibles. Je passe assez rapidement puisque ces critères-là n'ont pas changé depuis un certain temps. Voilà.
Un calcul est réalisé donc par l'administration pour vérifier la production donc de 0,5 agneaux vendus par brebis et par an, hein, qui est un des critères les plus importants. Et ensuite, l'autre critère que je vais vous présenter, c'est le remplacement possible donc des brebis qui sont sorties par des agnelles éligibles. Donc, qui dit éligible, né et identifié au plus tard au 31 décembre 2020, dans la limite de 20% de l'effectif engagé. À ne pas oublier, à notifier donc Pascal, dans on les 10 t'entend jours. très mal. Donc, oui, je me rapproche du micro. Est-ce que c'est mieux comme ça ou pas? Non, c'était un problème de connexion, mais je pense que tu peux continuer. Ça va peut-être. Vas-y, continue, ça a Ça l'air va mieux. peut-être s'améliorer. Mm. Voilà. Rappel des montants donc des aides ovines, hein, de 2015 donc à 2020. On voit donc une évolution donc du montant donc des aides et ensuite des critères d'éligibilité. Pour 2020, hein, on s'aperçoit qu'on est à 22,30 €, donc l'aide de base, 2 € de plus pour les troupeaux de 1 à 50 brebis, à 500 brebis, pardon, donc des petits troupeaux, et ensuite un complément pour les nouveaux. Alors, Pascal, on t'entend plus. On a perdu Pascal. Voilà, donc je prends le relais en attendant que tu reviennes. Donc, un complément pour les nouveaux producteurs, création de cheptel ovin de 6,35 € par brebis. Pour les chèvres, donc la demande a été faite en janvier, donc c'est passé aussi. Je pense qu'il continue de présenter, c'est pas grave. Donc les montants là ont évolué, on est autour de 15,60 € par brebis par chèvre l'an dernier, et avec un plafond à 400 chèvres par exploitation. Hop, ça y est, moi, ça vient juste d'apparaître. Alors Pascal, on t'entend à nouveau et on est rendu sur l'aide bovin-lait, si tu veux continuer. Tout à fait, donc l'aide bovin-lait, donc qu'on appelle aussi ABL. Donc les critères d'éligibilité n'ont pas changé depuis 2015, hein, avec juste la petite remarque que l'on peut déposer donc la demande du 1er janvier au 17 mai, au moment de la fin de la déclaration PAC, ce qui est nouveau par rapport aux autres aides. Hop. Là, on est sur l'aide bovin allaitant. Aide bovin allaitant. Alors, aide bovin allaitant, qu'on appelle aussi ABA. À l'écran, moi, j'ai encore ABL devant moi. Ouais, alors vas-y, continue parce que nous, à l'écran, on a la bonne diapositive, donc tu peux continuer. Voilà. Aide donc au bovin allaitant, qu'on appelle aussi maintenant ABA. Voilà, il faut au minimum donc 10 vaches éligibles, hein, ou 3 vaches éligibles et 10 UGB avec des brebis et des chèvres en rajouter. Voilà, minimum. La productivité donc retenue, c'est 0,8 veaux par vache donc dans les 15 mois donc glissants. Voilà. Hop, et les veaux nés sur l'exploitation détenue sont calculés avec une moyenne de 90 jours. À nouveau là, comme pour l'ABL, on peut déposer donc le dossier du 1er janvier au 17 mai. La diapo suivante, c'est le montant. Oui, les montants ne sont plus visibles. On avait mis les montants. Voilà, ça y est, tu peux commenter les montants. Tu peux commenter les montants, Pascal. Voilà, le montant donc d'aide bovin allaitant, hein, donc ABA. Donc pour 2020, hein, on voit l'évolution de 2015 à 2020, mais pour 2020, on est à 171 €, donc 0,25 de la première à la 50e vache. Au-delà de la 51e à la 99e, 123 €. De 130 à 139 vaches, 62 €. Au-delà, il n'y a plus d'aide. Voilà. Et un coefficient stabilisateur, hein, chaque année qui a évolué. Et cette année, nous sommes restés à 1. Hop. C'est bon pour le veau sous la mer et le veau bio. Aide veau sous la mer ou bio. Tu peux y aller, Pascal, on voit la dépôt. Les montants en bovin allaitant.
Non, c'est bon, on les a bien eus. Là, tu passes au veau directement. Aide donc À la diapo 38. des veaux sous la mer ou bio. Hein, donc c'est une aide qui est quand même très spécifique. Voilà. Il faut donc déposer les dossiers avant donc le 17 mai 2021. Pour bénéficier de cette aide, il faut être donc okay. Vas-y, on t'entend, il n'y a pas de problème. Moi, à l'écran, j'ai le montant des veaux sous la mer et bio. Oui, c'est ça. Donc, pour y prétendre, il faut être adhérent. Enfin, voilà, donc pour 2020, qui sont 49,50 €, donc pour les veaux labellisables ou bio. Et ensuite, aide aux veaux labellisés ou bio adhérents à une OP, donc 68 €, donc 10. Je reprends la main du coup pour là, je vais laisser la parole à l'assurance récolte. Merci Pascal. Donc pour l'assurance récolte, donc il y a deux niveaux en fait de prise en charge qui sont les mêmes depuis 2016, ça n'a pas changé. Donc un niveau de base, le niveau socle pour les contrats de coupe et par coupe et prairie, donc qui est à 65%, et certaines options donc qui peuvent être aidées en complément, donc à 45%. Donc pour plus de détails sur cette partie-là, on vous recommande de contacter votre assureur. Donc ensuite, un autre point sur l'ICHN, donc avec donc là des règles spécifiques en fait selon la zone dans laquelle se trouve l'exploitation, donc la zone de montagne ou la zone défavorisée, qu'elle soit piémont ou défavorisée simple. Donc pour la zone de montagne, pour bénéficier de l'ICHN, il faut 3 UGB herbivores ou porcines, alors sauf pour l'ICHN végétal. Et dans la zone défavorisée, il faut 3 UGB herbivores. Dans les deux cas, il faut également détenir 3 hectares de surface fourragère minimum. Pour les zones défavorisées, il faut en plus avoir le siège dans la zone défavorisée ainsi que 80% de sa SAU en zone défavorisée. Juste une petite parenthèse pour l'ICHN végétal, donc qui concerne uniquement les parcelles du coup en zone de montagne qui sont du coup en culture de vente, et il faut au minimum 1 hectare concerné. L'ICHN est soumis aussi à des conditions de revenus. Donc pour l'ICHN de 2021, on va regarder la déclaration d'impôt qui a été faite l'année dernière, donc sur les revenus de 2019. Donc pour la zone défavorisée, du coup, pour bénéficier de l'ICHN, il faut que les revenus, en fait, il faut dégager une majorité, au moins 50% en fait, de ces revenus d'activité professionnelle de l'activité agricole. Si ce n'est pas le cas, on peut quand même bénéficier de l'ICHN à condition que le revenu professionnel extérieur soit inférieur à un demi-SMIC, soit 9 127 €. Au-delà, donc pas d'éligibilité pour les zones défavorisées. Par contre, en zone de montagne, du coup, si jusqu'à en fait un SMIC, on peut bénéficier de l'ICHN. Au-delà d'un SMIC, c'est la surface éligible qui va être réduite à 25 hectares pour 1 à 2 SMIC, et au-delà de 2 SMIC, soit 36 508 € de revenus extérieurs. Du coup, il n'y a plus d'éligibilité possible. Donc l'ICHN, le montant de l'ICHN est soumis aussi à des critères de chargement. Du coup, ici, pour la zone défavorisée simple, du coup, c'est en forme de podium. Donc, on a une zone optimum qui est représentée par la marche, ici, la marche jaune. Du coup, la zone optimum est entre 0,6 et 1,30 de chargement. Du coup, on a après des montants là qui sont optimums, donc 155 € par hectare pour les 25 premiers hectares, 98 pour les hectares 26 à 50, et enfin 70 € pour les hectares 51 à 75. Donc, si on est dans les marches inférieures, la marche inférieure ou la marche supérieure, donc entre 0,35 et 0,6 de chargement, ou entre 1,30 et 0,2, du coup, on a aussi l'ICHN, mais qui est 10% plus faible. En sachant qu'il y a une valorisation de 30%, une majoration en fait de 30% pour les exploitations qui sont en ovin ou caprins sur les 50 premiers hectares. Pour la zone de Piémont, en fait, le principe est le même. Ce sont simplement les plages de chargement qui diffèrent et les montants hectares aussi.
Donc là, la zone optimum est entre 0,45 et 1,20. Donc avec les montants que vous pouvez apercevoir ici, qui sont un petit peu plus élevés que pour la zone défavorisée simple. Et ensuite, sur les plages donc non optimum, mais où l'ICHN est possible, donc c'est entre 0,05 et 0,45, ou dans un chargement plus élevé, entre 1,20 et 2,30. On a aussi la majoration pour les ovins et caprins sur les 50 premiers hectares. Enfin, pour la zone de montagne, là, la forme est différente. On n'a plus le podium, mais plutôt un escalier descendant, où là, on retrouve les montants les plus élevés pour en fait des chargements qui vont entre 0,25 et 1,80. Et donc après, sur du coup la tranche supplémentaire 1,80 à 2,30, du coup on a des montants un petit peu inférieurs. Et enfin, encore inférieurs, puisque là on passe à 70 € par hectare sur des chargements supérieurs à 2,30. Voilà. Après, on a un coefficient stabilisateur qui change un petit peu d'une année à l'autre. Voilà, mais depuis pour 2018, 2019 et 2020, ce coefficient stabilisateur qui permet un maintien du budget était à 0,95%, c'est-à-dire que vous touchez 95% des montants qui sont mentionnés sur ce tableau. Donc en fait, vous l'aurez compris, l'ICHN, c'est un petit peu compliqué puisqu'il y a pas mal de critères à respecter, à vérifier. Donc les surfaces et les cultures qui sont dessus, les animaux, le type d'animaux, le nombre d'animaux, donc qui permet de calculer un chargement, mais aussi les revenus extérieurs éventuellement. Du coup, en fait, on vous propose lors de vos déclarations PAC, on fait un point particulier sur cet aspect-là pour vérifier que les différents critères sont remplis et vérifier avec vous si vous pourrez bénéficier de l'ICHN. Je laisse maintenant du coup la parole à Pascal pour les évolutions de la PAC depuis la dernière réforme de 2015. Tout à fait. On se souvient que l'année 2015 a été une année clé et très importante en ce qui concerne donc la réforme de la PAC. Et on vous a fait donc une petite présentation pour comparer un petit peu ce qui se passait en 2015 et ce qui s'est passé en 2019, cette évolution-là pour le département du Lot. Alors, le premier diapo donc, présente donc l'effectif, les bénéficiaires donc, de la PAC. Et donc, on voit une évolution du nombre de dossiers PAC des années donc, 2013 jusqu'en 2019. Donc, une érosion de un peu plus de 7%, donc de 2013 à 2019. Ensuite, on vous présente là donc l'évolution des surfaces déclarées. De 2015 donc à 2019, on a eu donc une légère augmentation, un peu moins de 1%, qui correspond à 2000 hectares entre 2015 et 2019. Ensuite, on vous présente là l'évolution des surfaces moyennes par exploitation, donc qui est en bleu au-dessus, donc une légère évolution qui arrive à peu près à 60 hectares, et la surface moyenne par exploitant. Donc on voit que ces courbes-là restent parallèles entre soit à l'exploitation, soit au nombre d'exploitants présents sur les exploitations. Diapo suivante. Donc là, c'est un tableau un peu plus compliqué, où a été répertorié le montant donc, des aides PAC. Donc on part de 2013 et on arrive jusqu'en 2019. En bleu, donc à gauche, ces bâtons en 2013. En aide découplée, on est à plus 3 millions d'euros. Ensuite, en orange, qui se voit à peine, ça marque juste un trait, c'est les aides couplées végétales, 943 000 euros. Ensuite, en jaune, de manière beaucoup plus importante, les aides couplées animales, plus d'1 million d'euros. Et ensuite, le second pilier, donc en vert, à plus de 7 millions d'euros. Un bref rappel sur le second pilier, donc l'ancienne prime à l'herbe est venue se rajouter au second pilier et se coller au dossier ICHN, qui fait donc une augmentation significative de cette évolution-là. Au total, une augmentation de plus de 10 millions d'euros, soit un peu plus de 13%, entre donc 2015 et 2019. Donc une évolution plutôt positive pour l'ensemble du département.
Diapo suivante. Tu peux y aller, Pascal, elle est affichée. Le montant des aides PAC. Donc par exploitation donc, dans le département. Donc là, on ramène cette évolution qu'on a vu qui était plutôt positive hein, pour le département du Lot, ramenée à l'exploitation, hein, au nombre d'exploitations qui déclarent. On tombe donc à une aide par exploitation de 4 495 € par exploitation supplémentaire, qui relativise. D'après ce que tu nous présentes, Pascal, la réforme de la PAC de 2015 a été plutôt très bénéfique pour les exploitations du département. Oui, une évolution voulue par le choix politique de Barnier donc à l'époque, qui a insisté fortement pour tous les systèmes donc herbagers d'avoir un flux descendant avec le recouplage. Nous avions à l'époque des DPU très faibles et la notion de convergence fait en sorte que le département en sort plutôt positif. Oui, tout à fait. Et je vais de suite relativiser avec la dernière diapositive qui prend en ligne de compte non plus les aides PAC, mais le revenu disponible. Alors, elle n'apparaît pas encore à mon écran. Voilà le revenu disponible par unité donc, de main-d'œuvre dans le département. Et on se rend compte que si on regarde la partie revenu, ce qu'il reste donc à l'exploitation donc pour vivre, l'évolution qu'il y a eu entre 2014 et 2019 n'était que de plus 400 €. Hein, et sachant que la source de cette information, donc, c'est nos collègues du CER France. Voilà, donc un petit clin d'œil aussi pour Souillac bientôt. Et je crois que cette partie-là, voilà, et je crois qu'on passe à la dernière partie qui est l'organisation de l'accompagnement de la PAC 2021. Oui, donc comment concrètement on fait cette année pour faire les dossiers PAC ensemble comme d'habitude, y compris à Souillac. Donc vous avez reçu en février par courrier ce qu'on appelle nous des lettres de mission, qui sont des documents dont on a absolument besoin, qui vous semblent peut-être vous anodins, mais ça ne l'est pas pour nous. Vous avez reçu ces documents-là par courrier. On vous a invité à les signer, à nous les retourner si vous souhaitiez que nous fassions comme d'habitude votre déclaration PAC. Donc, il est encore temps de les retourner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, par mail ou par courrier ou en main propre à votre conseiller. C'est comme ça que votre conseiller pourra prévoir un rendez-vous pour votre dossier dans l'attente de cette fameuse lettre. Ensuite, l'organisation pratique sera donc sous forme de rendez-vous, comme d'habitude. Vous recevrez une convocation qui vous précisera la date et l'heure du rendez-vous. Ce sera un rendez-vous, a priori, dans notre organisation telle qu'elle est prévue aujourd'hui, un rendez-vous physique dans les bureaux habituels. Si jamais cette date et cet horaire ne vous conviennent pas, il est important de nous prévenir au plus tôt, hein, votre conseiller, pour qu'on puisse au mieux vous reproposer un autre créneau sans que ça perturbe trop notre organisation. Donc, merci d'être rigoureux là-dessus et de nous prévenir au plus tôt. Et il faudra aussi penser à apporter pour le rendez-vous un certain nombre de documents ou d'éléments qui sont au verso du courrier que vous recevrez. Il y aura une liste, donc pensez à bien la regarder, à vérifier ce qui vous concerne et à apporter les documents qu'il faut pour la déclaration. Le rendez-vous se déroulera donc avec la déclaration de surface dans un premier temps, votre assolement de l'année, vos effectifs animaux, les différentes aides auxquelles vous voulez prétendre. Ça permettra donc tout au long de la déclaration et par l'entretien en tête-à-tête avec votre conseiller à la fin du rendez-vous de bien vérifier tout le respect de toutes les règles d'éligibilité, qu'elles concernent des aides spéciales particulières, végétales, animales ou les aides les DPB ou l'aide verte ou le CHN. On peut faire à cette occasion les demandes d'aide bovine pour ceux qui le souhaitent, les aides bovines allaitantes ou aides bovines laitières. Et enfin, vous avez donc au cours de cet entretien final avec votre conseiller, possibilité de balayer un petit peu tous les sujets du dossier afin de bien sécuriser cette déclaration, mais c'est également l'occasion de parler d'autres sujets qui vous concernent, des projets sur la ferme et des besoins que vous aurez pour les semaines ou les mois qui suivent. C'est l'occasion d'en parler pour ensuite prendre rang pour un rendez-vous ultérieur.
Il est important de nous signaler tout changement dans les statuts au niveau de la déclaration PAC si depuis l'année dernière, la déclaration PAC 2020, le 15 mai 2020, où il y a eu un changement, une installation, un changement de nom entre époux ou entre parents et enfants, ou au profit d'un nouveau repreneur. Ça peut aussi être une création de société ou un changement de forme juridique. Pour nous, ça, c'est un changement de tout au tout, et donc on a besoin de l'anticiper et de le savoir à l'avance. Normalement, ça oblige à avoir un nouveau numéro package et à créer un nouveau compte Télépac. Donc, pensez bien à nous le dire en amont. En parallèle, il faudra aussi bien penser à faire les transferts de droits à prime qui ne se font pas forcément automatiquement. Et donc, ça s'anticipe également et ça se voit avec le conseiller au moment du rendez-vous de la PAC. Il y a des clauses à signer. Il y a un certain nombre de clauses. Il faut déjà savoir laquelle correspond à votre situation et ensuite la remplir et fournir les justificatifs adéquats. Donc, une étape importante pour bien valider l'obtention des aides. Si vous avez repris du foncier depuis l'an dernier également, depuis le 15 mai 2020, et qu'il y a besoin de faire des transferts là aussi de droits à prime, eh bien, il va falloir également choisir quelle est la clause adaptée à cette reprise de foncier, quel justificatif il va falloir fournir. Donc là aussi, rapprochez-vous de votre conseiller pour remplir les bons documents et être bénéficiaire des aides. Et s'il y a des questions complémentaires, vous pouvez bien sûr pendant le rendez-vous de la PAC les poser à votre conseiller pour avoir les éléments de réponse. Donc Léna, oui, pardon, excuse-moi Léna, les agriculteurs vont devoir recevoir un courrier pour leur proposer un rendez-vous PAC, mais concrètement, comment va se passer ce rendez-vous, notamment par rapport à la situation sanitaire actuelle? Eh bien, on va essayer là de s'organiser comme on le faisait avant, c'est-à-dire jusqu'en 2019. Vous venez dans les bureaux de la Chambre d'agriculture pour vos rendez-vous. Quand vous êtes plusieurs sur une ferme, il serait plus prudent qu'il n'y en ait qu'un seul qui vienne. On va essayer de limiter le nombre de personnes. Vous venez avec votre masque et nous, les conditions d'accueil qu'on vous propose permettent de respecter les règles sanitaires. S'il y a un changement d'organisation dans les semaines qui viennent, eh bien, on s'adaptera comme on l'a fait l'an dernier. Et vous serez prévenus. Mais là, pour l'instant, on part avec l'idée de vous recevoir pour le déroulement de ces rendez-vous. Merci Léna. Du coup, on a fini à peu près sur ce sujet. Donc, comme l'a dit Léna, si vous avez des questions, posez-les-nous au moment du rendez-vous PAC. C'est fait pour ça. On vous remercie en tout cas de suivre du coup cette information. Juste, vous avez aussi d'autres sujets qui vous sont présentés, d'autres webinaires que vous pouvez consulter, et j'attire particulièrement votre attention sur le webinaire qui concerne la réglementation phyto, dans lequel Vincent, notre collègue, vous présentera les évolutions réglementaires qui ont lieu depuis l'année dernière. Mais il y a une petite partie qui concerne en fait la définition des cours d'eau au bord duquel il doit y avoir une bande tampon, puisque cette partie-là concerne tous ceux qui ont des ruisseaux sur l'exploitation, que vous soyez utilisateur de produits phyto ou pas. Donc, je vous incite tous à regarder ce webinaire-là. Voilà, merci pour votre écoute et pour du coup, on se revoit au moment des rendez-vous PAC. Merci, merci Pascal. À bientôt, au revoir. Au revoir.